Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, ça bouge à Saint-Urbain et on fait le point avec Claudette Simard. Charlevoix aura son réseau de transport en commun. L'écoquartier des Moissons verra le jour à Baie-Saint-Paul en 2022. L'authentique cabane à sucre est de retour. Beaucoup d'activités sont offertes pour les semaines de relâche. Et au sport, on parle du succès de la 9e virée nordique de Charlevoix. Bonne émission. J'accueille maintenant Claudette Simard, la mairesse de Saint-Urbain, pour faire le tour des dossiers. Madame Simard, bonjour. Bonjour. Madame Simard, il y a longtemps qu'on ne vous a pas eu avec nous à TVCO. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Si vous voulez bien, on pourrait commencer par le budget de la municipalité de cette année. Oui. Les faits saillants, entre autres, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation du taux de taxe cette année à Saint-Urbain. Exactement. C'est la 3e année qu'on n'augmente pas les taxes. Alors, on en est quand même bien fiers. En fait, c'est grâce aux revenus, bien sûr, de la vente de terrain de nos développements qui a fait de la différence. Alors, et les permis qu'on a émis. Puis il y a aussi la hausse du rôle d'évaluation foncière qui est importante chez vous, là. Tout à fait. Alors, on souhaitait encore garder ce taux-là pour aider davantage on parle d'un taux de 85 sous le 100 $ d'évaluation. Non, 82,5. Oh, merci pour la précision. Oui, ça fait une bonne différence. Oui, c'est important. Comment pourriez-vous qualifier les finances de la municipalité à ce moment-ci? Parce que vous avez beaucoup de projets, vous avez des développements à venir, ça va vous prendre un peu d'argent. Comment vous pourriez qualifier votre situation financière? Bien, je considère qu'elle est bonne, on réussit à avoir aussi des surplus intéressants à chaque année, ce qui n'était pas le cas il y a très longtemps. Moi, je suis très fière parce que c'est sûr qu'il faut investir. Si on veut développer, pour développer, il faut investir. Et si je vais vous donner juste un exemple concret du fait d'investir. Au niveau de notre parc industriel, à ce jour, on a investi 1,9 million à toutes les étapes d'agrandissement. Et on en retire, les investissements qu'on a faits maintenant représentent 21 millions de construction dans le parc industriel. Alors, vous comprenez que d'investir rapporte beaucoup et c'est grâce à ces investissements-là qu'on peut avoir aujourd'hui autour de 140 ou 150 personnes qui travaillent dans le parc industriel avec de très bonnes et belles entreprises. Justement, vous proposez pour cet été d'importants travaux de prolongement des égouts sur la rue Saint-Édouard. Est-ce que c'est directement lié aux besoins du parc industriel? Oui, c'est direct, pas le parc industriel comme tel, mais en fait, ça fait quand même plusieurs années qu'on est là-dessus. Pour aussi, la priorité, c'est bien sûr d'offrir ce service-là à nos citoyens parce que c'est toujours intéressant d'avoir des égouts. On a l'obligation des mises aux normes des égouts qui étaient régies par la loi pour les personnes qui avaient des fosses septiques. Maintenant, on veut régler ça. Donc, vous enlevez les fosses septiques avec ces travaux-là, puis vous allez vous rebrancher à l'égout municipal. On leur a demandé d'attendre avant d'investir dans une nouvelle fosse septique si nous, on était capable de leur offrir l'égout. Et aussi pour répondre aux besoins de 2 entreprises qui sont en agroalimentaire, qui sont très importantes pour nous, d'avoir le service d'égout. Alors, c'est bien sûr les viandes biologiques et charcuterie charlevoisienne. Ça, ce sont des travaux qui sont prévus pour le mois de juin. Est-ce que ça va causer des entraves ou des désagréments à Saint-Urbain? Pas du tout. Pas du tout. Tous les travaux se font dans l'emprise du ministère des Transports, du côté du parc industriel. Alors, voilà. Et ce sont des travaux évalués à combien, Mme Simard? La première, je pense que la première secteur, ce sera autour de 800 000, 900 000 $. Ensuite, pour les autres étapes, le projet total est à 2,9 millions, mais sur plusieurs années. Alors, nous, on y va, bien sûr. Et là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'aide gouvernementale. Dites-moi, vous avez également mis de l'avant pour le développement de votre municipalité, la création de nouveaux endroits où on peut se construire puis aller habiter à Saint-Urbain. Dites-moi donc, comment ça se passe, votre développement domiciliaire? Parce que je sais que vous avez des projets déjà depuis 1 an ou 2 là-dessus. Je vous dirais que nous, au niveau du boisé du séminaire, c'est notre 4e année.
et on est rendu à la phase 5 qu'on a développée parce que c'est assez facile à développer. On est en bordure de la route principale, alors ce qui représente là aussi une quinzaine de terrains, ils sont tous vendus aussi. Alors, au Donc, total, après 4 phases, on est rendu à combien pour les boisés du séminaire? On est rendu à 40 terrains. Et ça, c'est non desservi. Ce sont des gens qui non doivent desservis, creuser bien leur sûr. puits, puis avoir une fosse septique. Oui. Et c'est des terrains quand même abordables. Pardon. Et comment ça... Oui, vous me dites abordable. On parle de combien à peu près par lot? Entre 22 et 25 000 27 000 maximum, tout dépendant de la grandeur, mais c'est bien divisé pour à peu près être assez égal. Oui. Mais moi, je trouve ça intéressant, malgré que c'est sûr que ça leur prend la fosse septique, tous les branchements, là, mais voilà. Mais en parallèle, combien coûte un lot dans le secteur plus au cœur du village où les lots sont desservis par les services municipaux? Là ça coûte combien de ce côté-là si on veut s'acheter un lot? De ce côté-là, c'est encore très avantageux parce que là, c'est avec les services. Alors, ça commence autour de 25 000 jusqu'à 35 000. Votre municipalité semble en plein développement. Le parc industriel, les lots, qu'est-ce qui se passe à Saint-Urbain? Mais je pense que les gens veulent aussi peut-être être en périphérie de Baie-Saint-Paul, la proximité. Vous savez, d'en haut, du côté du boisé du séminaire, là, c'était à 10 minutes de Baie-Saint-Paul, dans une zone boisée, tranquille, où on l'espère qu'il va rester tranquille aussi. Mais et le village, bien, avec le parc industriel, je crois que ça aide aussi pour les entreprises et bien sûr nos entreprises en agroalimentaire. Parlons maintenant d'un dossier qui est toujours présent quand on se rencontre, là, la résidence au gré du temps. Qui a été, on n'accueille plus de personnes âgées dans la résidence. La municipalité a procédé, et corrigez-moi si je me trompe, à l'acquisition du bâtiment. L'acquisition n'est pas encore complétée. On attend pour signer chez le notaire. Mais vous avez fait des travaux au cours des 2 dernières années quand même. C'est la corporation qui a réalisé le conseil d'administration qui a fait des travaux pour la toiture, fenêtres, portes, une mise à jour qui était pour continuer, bien sûr, à accueillir des résidents et d'avoir une qualité de vie pour ces gens-là. Bon, toujours est-il que le fait que maintenant que la résidence est fermée, la majorité sont aux bâtisseurs, nos personnes sont quand même très bien, mais c'est un gros deuil pour la population, c'est un gros deuil pour la communauté et pour moi particulièrement, puisque depuis la fermeture, j'ai été incapable de remettre les pieds dans le bâtiment. Le cœur a parlé maintenant. Qu'est-ce que l'argent va dire pour la suite? Oui? Là, présentement, comme on est en processus de consultation à plusieurs niveaux municipaux, au niveau social. Donc, présentement, la chance qu'on a, c'est que la CEPAC, le parc, au niveau du parc de Grand-Jardin, vont accueillir des travailleurs dans la résidence. Et je comprends. Alors, ce sont des chambres. Et nous comprenons qu'il y aura des consultations pour la suite et pour le futur de ce bâtiment. Est-ce que... Exact. Ça va prendre quelle forme? Et en attendant, nous allons louer. Oui. Et ça va prendre quelle forme, ces consultations? Parce qu'on sait que vous consulter les citoyens, les faire participer à la vie municipale. C'est un de vos engagements là, au niveau de la dernière élection. Là. Oui, tout à fait. Alors, on est, d'ici les prochaines semaines, les gens vont recevoir un questionnaire sur qu'est-ce qui les intéresse vraiment, pourquoi ils sont venus s'installer, particulièrement pour les nouveaux arrivants, pourquoi vous nous avez choisi, quel est votre intérêt, qu'est-ce que vous avez comme talent à offrir à la municipalité? Comment vous pouvez vous investir pour animer le cœur du village, pour animer la municipalité au complet, que ce soit dans différents secteurs, que ce soit en culture, que ce soit en agro, que ce soit en tourisme. Et c'est ça qui va nous nourrir pour décider. Dites-moi, ce questionnaire va être administré à tous les citoyens de Saint-Urbain ou tous les citoyens vont participer? C'est une espèce de grand sondage que vous allez faire. Là. Tout à fait. Oui, il faut absolument que les gens puissent nous donner leur coup de cœur, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils ne voient pas, puis ce qu'ils souhaitent améliorer. Et on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là et j'ai confiance. Oui. Claudette Simard, vous venez de terminer les 100 premiers jours de votre 4e mandat, il faut le souligner. Quel est le climat présentement? Qu'est-ce que vous trouvez qui a changé depuis la dernière élection municipale? Je pense que le fait d'avoir un conseil dont plusieurs se représentaient et d'avoir exprimé à la population dans nos séances ce que je souhaitais pour l'avenir de notre municipalité, de bénévolat ou d'engagement. Je pense que la pandémie, où on a été privé d'à peu près beaucoup de choses, privé de contact avec les gens,
a fait la démonstration de plus en plus importante qu'on a besoin les uns des autres. Et pour dynamiser un milieu, pour s'entraider, pour partager, pour collaborer, il faut communiquer, il faut se parler et il faut prendre un engagement envers les uns envers les autres. Et ça, j'y crois. Voilà. Madame Simard, merci beaucoup de nous avoir permis de faire le tour des dossiers à Saint-Urbain avec vous aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. On retrouve maintenant Élisabeth Tailleur sur le thème du transport en commun dans la région. J'accueille Mme Nancy Tremblay, directrice générale de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour. Il y a une annonce cette semaine qui s'est faite. Alors, on parle du réseau de transport collectif régional sur horaire. Dites-moi, est-ce que toutes les municipalités seront desservies par ce service? Absolument. Nous allons aller partout dans Charlevoix. Donc, c'est ça la belle surprise qu'on fait à Charlevoisien. Donc, ils vont voir peu importe où les citoyens demeurent dans Charlevoix, ils vont recevoir du service de transport collectif sur horaire. Donc, on a la carte. On peut voir sur la carte là, vraiment qu'il y a 2 lignes principales qui se rendent donc à Baie-Saint-Paul et une autre qui se rend à la Malbaie. Donc, ce sera vraiment des allers-retours. Comment le choix s'est fait pour desservir ces régions-là, ces secteurs-là, finalement? Est-ce que ça a été, ça venait de soi ou il a vraiment fallu faire un choix? Non, on n'a pas fait vraiment de choix. Donc, la gymnastique dans laquelle on doit conjuguer, nous, dans Charlevoix, c'est qu'à l'instar de d'autres régions au Québec où on dessert une seule ville-centre, nous, on doit desservir une multitude de municipalités qui, oui. Vers une ville-centre et 2 villes-centres entre elles. Alors, pour nous, c'était important d'offrir des services aux citoyens, donc un service interrégional, des circuits interrégionaux qui reliaient les villes de la Malbaie et de Clermont, oui. Et de Baie-Saint-Paul. Donc ça, c'est les 2 circuits interrégionaux que vous voyez sur le plan qui sont en bleu et qui sont en vert. Par la suite, il y a une desserte supplémentaire qui se fait au niveau des circuits urbains, donc des circuits urbains sur la ville de la Malbaie et de la ville de Clermont, et sur Baie-Saint-Paul, des circuits urbains à fréquence régulière qui vont tourner de façon périodique là, sur horaire également. À cela s'ajoute un circuit à la demande, donc des circuits à la demande qui vont desservir chaque municipalité vers ces services urbains-là pour permettre aux gens de pouvoir se déployer par la suite sur le territoire. Ces circuits-là vont être à la demande. Ils vont toujours être sur horaire, mais ils vont être à la demande 2 heures à l'avance, où est-ce que les gens devront communiquer avec nous, soit par téléphone ou soit par voie électronique. Ça va entrer en opération dès juin prochain, là, c'est très bientôt. Puis concrètement, comment allez-vous conquérir les usagers? Parce que vous parlez là, qu'en 2023, votre objectif, c'est d'atteindre jusqu'à 70 000 déplacements. Bien, écoutez, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, actuellement, on offre du service de transport, c'est juste qu'il est à 100% sur réservation et il y a peu de communication qui est fait parce que nos services sont déjà à saturation. Sur Charlevoix, on déplace déjà 55 000 déplacements. Donc, il y a 55 000 déplacements qui sont faits en la dernière année là, connue, là, normale, là, c'était en 2019, donc 55 000 déplacements. Donc, avec une offre significative et beaucoup plus intéressante qui va permettre aux citoyens de se déplacer partout, d'aller travailler du matin au soir, à chaque jour. Donc, on s'attend vraiment à recevoir là, cet achalandage-là. Ça a été validé également par des sondages. Donc, nous, on a fait faire une étude sur les besoins, entre autres, des travailleurs. Oui. Donc, une étude qui a été complétée où est-ce qu'il y a eu 55 entreprises de toute taille qui ont été contactées dans les derniers cet hiver. 6300, ça touche 6300 employés donc, de Charlevoix. C'est considérable, donc, oui, c'est ça. Confirmé, exactement. Et ça a été confirmé qu'il y avait un enjeu de mobilité pour les travailleurs. On sait, en fond, tous les territoires, tous les MRC ont des enjeux d'employabilité et de main-d'œuvre. Donc, pour nous, c'était important d'offrir un service aux citoyens qui allait permettre une alternative à la voiture.
Mme Tremblay, concernant les futurs tarifs, on parle de 10 billets à 40 $. Ensuite, on parle de la passe mensuelle régulière à 110 $ ou pour les jeunes et les aînés à 77 $. Donc, si je comprends bien, c'est quand même plus avantageux d'acheter la passe puisque sinon, il faut payer un aller et un retour, si je comprends bien. Absolument. Donc, on est comme un transport urbain, on s'entend, c'est juste que nous, on est en ruralité, mais dans le fond, chaque passage, il y a un coût de passage, bien évidemment. Donc, pour nous, c'est important. Actuellement, on n'a pas de tarification, ce qu'on appelle de la billettique. Donc, peu importe que tu achètes un livret ou pas, on n'a pas de passe mensuelle, donc il n'y a pas d'avantage là, à se procurer une billettique en amont. Là, pour nous, c'était important. Dans le fond, encore là, on voulait que les gens, on veut fidéliser les gens également. On veut que ce soit plus simple pour eux, acheter une passe en dépanneur, en épicerie, dans le fond, à chaque mois pour pouvoir utiliser, s'ils utilisent le service fréquemment, et ça leur permet d'utiliser la panoplie des services également. Et comment, dites-moi, le projet est devenu possible? Est-ce que vous avez eu de l'aide, j'imagine? Là, ça ne sort pas des poches de votre organisation? De la façon que ça fonctionne, c'est que, dans le fond, le financement du transport collectif, c'est toujours, actuellement, c'est la même chose. Dans le fond, actuellement, on est financé, le gouvernement du Québec, via le ministère des Transports, il y a des programmes normés qui financent les déplacements qui sont faits sur les territoires ruraux et les territoires urbains également, là, on s'entend, mais donc, on reçoit déjà des sommes. Donc, le financement a été majoré de la part de la contribution municipale. Ce qu'on a offert au MRC, c'est voici ce qu'on va vous offrir pour 50 000 $ de plus par année de contribution municipale. Oui. Le MRC en mettait environ 41 000 d'un côté, 55 000 de l'autre, donc en moyenne 50 000 déjà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire davantage avec un 100 000 $ supplémentaire? Cette année, en 2022, comme c'est un 6 mois, donc ça va être 25 000 $ de plus en apport municipal, mais pour les années à venir, là, donc l'offre de services va être supportée au niveau local de cette façon-là. Bien évidemment, il y a la part de l'usager, donc qui vient compenser, parce que plus qu'on fait de déplacements, la part de l'usager devient aussi une contribution municipale. Oui, absolument. Mais notre modèle d'affaires est basé sur une logique de facilité d'avoir une tarification unique pour l'ensemble des déplacements. Oui. Ce qui fait que, dans les faits, quelqu'un qui fait une grande liaison, dans le fond, quelqu'un qui embarque, par exemple, à l'île aux Coudes, et puis qui décidait de se rendre à la Malbaie, bien, pour lui, ça va coûter un déplacement local et ensuite un déplacement en interrégional pour se rendre à la Malbaie. Ça va coûter seulement son passage une fois. Donc, il va y avoir des interconnexions de cette façon-là. Nous, que la destination soit ultime, soit une grande liaison ou une courte liaison, on voulait qu'il y ait une tarification unique. À cet égard-là, afin de se permettre d'augmenter notre achalandage et d'aller chercher davantage de soutien de l'État au niveau des programmes normés, on va déposer une demande d'aide financière à un partenaire financier qui est Desjardins, entre autres, pour venir soutenir l'accès, une accessibilité universelle à notre service. Donc, pour les 3 prochaines années, et en 2025, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir atteint l'autonomie financière avec les sommes supplémentaires que les MRC se sont engagés à verser, mais il pourrait y avoir un apport de ce partenaire-là ou sinon d'autres partenaires qui pourraient être appelés à participer au montage financier de tout ça. Absolument. Madame Tremblay, c'est tout le temps qu'on avait. Merci énormément. Puis, on reste à l'affût parce qu'en avril, ce sera dévoilé au public. Absolument. Et on invite vraiment les citoyens parce que c'est beaucoup de détails à suivre notre fil Facebook. Donc, c'est là qu'on va dévoiler pas à pas le détail de chacun des étapes dans ce nouveau programme-là, dans ce nouveau service-là pour nos citoyens de Charlevoix-Ici. Absolument. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'était Mme Nancy Tremblay, directrice générale de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix. Le promoteur Yves Simard a présenté cette semaine son projet d'Écoquartier des Moissons, qui verra le jour à Baie-Saint-Paul, et on vous a préparé un reportage. C'est un projet assez complet
Il y a beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Baie-Saint-Paul à la côte, Baie-Saint-Paul avec le télétravail. Baie-Saint-Paul, c'est une belle ville, c'est une ville qui marche bien. Vous voyez, on fait attention à l'architecture, on fait attention au ciel étoilé. On fait plein de petits efforts que les autres villes ne font pas. On est pour l'environnement. Baie-Saint-Paul est vraiment à la mode. Puis si on a un beau produit, on va attirer plein de gens. Le promoteur Yves Simard est très confiant dans le potentiel de Baie-Saint-Paul pour réaliser ce grand projet estimé, sur 10 ans, à plus de 125 millions de dollars. Là, on parle, c'est presque une ville en même temps. C'est du commercial, c'est du résidentiel, c'est du multilogement, c'est du mix, puis c'est de l'agroalimentaire. Fait que c'est très, très complet. C'est quasiment une ville au complet qui va se bâtir au centre-ville. Le projet est basé sur le concept d'un écoquartier. Fabienne Mathieu, de la firme Écogestion Solutions, nous explique ce concept. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un écoquartier? Je ne vous donnerai pas un cours là-dessus, mais bon, une densité quand même assez élevée, entre 40 et 45 logements à l'hectare. Ça ne veut pas dire que c'est tous des condos ou des blocs appartements. Ça veut dire qu'on a une diversité au niveau des types d'habitations qu'on va retrouver sur le site. Mixité des fonctions. Pourquoi? Bien, c'est pour contribuer au dynamisme économique et social du secteur. Hein, on est dans un quartier où la trame urbaine, OK, on va favoriser la mobilité active. Donc, on ne va pas se retrouver dans un quartier où chaque fois qu'on va vouloir acheter une panne de lait, on va être obligé de prendre sa voiture. On va vraiment axer beaucoup sur les déplacements à pied, les déplacements en vélo, donc tout ce qu'on appelle la mobilité active. L'écoquartier des Moissons s'étend sur 2 millions de pieds carrés. Le secteur commercial occupera 45 % de la superficie, alors que 24 % de la superficie est réservée au résidentiel, ce qui correspond à 232 logements. Mais les couleurs que vous voyez là, le jaune pâle, c'est de la faible densité, donc de 1 à 2 logements maximum. Le orangé brun, là, c'est de la moyenne densité, maison en rangée, triplex, pour finir avec des zones de forte densité au centre. Le rouge, bien évidemment, c'est de la fonction commerciale. Le assuré, ici, c'est une fonction mixte, c'est-à-dire que c'est une vocation à la fois résidentielle et commerciale. Afin de favoriser la rétention d'eau et permettre d'éviter la construction d'un égout fluvial, des bassins seront construits et le terrassement permettra d'aménager des zones de rétention appelées des noues. On a un concept au niveau des rues assez particulier. C'est qu'au lieu d'avoir un réseau d'égouts pluvial, on va travailler avec ce qu'on appelle des noues. Les noues, au fond, là, ce sont des fossés, mais beaucoup plus beaux, là. Une noue, c'est un fossé, mais qui est plus large que creux. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'eau s'infiltre. Un fossé, ça a pour fonction d'étirer l'eau, de sortir l'eau rapidement de la rue, tandis que la noue, elle, comme elle est beaucoup plus large, elle va avoir le temps d'infiltrer une partie de l'eau. Et la beauté des noues, c'est que c'est vert. On appelle ça des infrastructures vertes. Donc, c'est du gazon puis c'est des arbres. Les travaux pour la première phase du projet devraient débuter au mois d'août cette année et porteront principalement sur la zone dite commerciale du projet. Je n'ai pas le choix de commencer par la route 138. OK? Déjà, je suis en négociation avec des clients commerciaux qui veulent s'en venir bientôt. Fait que, il faut collecter par la route 138. Et par la même ordre d'idée, on va faire un bout de résidentiel. Puis dans quelques mois, je vais faire ma pré-vente, mes ventes. Et ça se peut que cette rue-là aussi, je la fasse. Combien de terrains dans votre première phase vous allez mettre en vente? Je ne peux pas vous dire, peut-être une 50aine. Okay. Vous n'avez pas le prix non plus ou la fourchette de prix avec qu'est-ce que ça va représenter? La fourchette de prix, là, ça va être le moins cher possible. Parce que, avec service? Oui, parce que je veux que les gens viennent s'établir à Baie-Saint-Paul. Il manque de logements, il manque de jeunes. Moi, ce que je veux, là, c'est que le commercial, l'agroalimentaire, que les gens y travaillent, que les gens s'établissent ici. Moi, je vais faire ma première phase. Puis c'est le succès de la première phase qui va garantir la suite. Avec mon expérience, j'ai confiance que la première phase, elle va se remplir. Puis après, on fera la deuxième et la troisième. Puis si à un moment donné, il y a une incertitude économique dans 5 ans, dans 6 ans, puis il n'y a plus d'augmentation de marché, ça se peut que les phases 5 et 6 se fassent dans plusieurs années. Mais à un moment donné, il y a une croissance toujours dans une ville. Puis on peut pas être mieux placé que ce terrain-là qui est en plein centre-ville de Baie-Saint-Paul.
La saison des sucres sera de retour dans quelques semaines et Guillaume Néron de l'authentique cabane à sucre de Petite-Rivière-Saint-François nous présente son programme d'activités pour le printemps. Cette année, il sera possible de vous sucrer le bec sur place ou à la maison avec des produits de la région. On a décidé finalement de faire une offre un peu plus diversifiée pour permettre à un peu tout le monde de pouvoir profiter du temps des sucres de différentes façons. 3 volets sont proposés en débutant avec le Village des sucres. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent profiter des activités extérieures les samedis et dimanches. Qui est vraiment une animation, un groupe d'activités familiales sur le site ici. On va avoir de la glissade sur tube, tir sur la neige, un parcours ludique pour familial dans le fond en lien avec le temps des sucres, des musiciens directement sur place. Puis en parallèle, bien, la formule est un petit peu différente en termes de repas dans le cadre du Village des sucres. On va être vraiment dans un repas de cantine du temps des sucres. À l'intérieur en salle, c'est juste que c'est un choix à la carte. En fait, les gens vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent avec une gamme de prix différentes qu'ils vont pouvoir consommer à l'intérieur ou à l'extérieur parce qu'on va avoir des stations chauffantes un petit peu partout sur le site. Là. Le second volet est la boîte gourmande pour ceux qui préfèrent manger à la maison. Un menu gourmand et copieux. On a 3 boîtes différentes, en fait, au choix, que les gens peuvent commander. Soit venir chercher à la cabane ou soit aller les chercher dans un des points de chute qu'on a avec nos différents partenaires. Dans la région de Charlevoix, on parle à Baie-Saint-Paul, à Chacun son pain. Puis sinon, aussi du côté de la Malbaie, la boutique indigène Art et Culture. Fait que c'est là qu'on va livrer les boîtes tous les jeudis et mercredis. Donc, on a la boîte gourmande traditionnelle dans laquelle on a quand même des gens, ceux qui ont commandé dans l'année dernière, ça rappelle, c'est quand même assez généreux là, comme boîte. Donc, on a une miche de pain du boulanger, en l'occurrence, qui provient d'À Chacun son pain. On a le jambon braisé à l'érable, nouveauté de cette année, dans le fond, qu'on ajoute à l'intérieur de la boîte. Dedans, on a un omelette soufflé, on a des patates rissolées, il y a des oreilles de Christ, j'oublie, il y a beaucoup de choses, là, des marinades, la tire, le dessert qui est pudding chômeur ou tarte au sucre. On a des tarteaux, en fait, qui est une crêpe locale un peu, qui va être aussi à l'intérieur, en fait, de la boîte. Et on a des saucisses dans le sirop également qui sont servies dans cette boîte-là. Pour la coop de l'Affluent, c'est important de poursuivre la tradition et de se distinguer du regroupement Ma cabane à la maison. Le projet Ma cabane à la maison a pris une différente trajectoire qui ne concordait plus nécessairement avec ce que nous, on souhaitait mettre de l'avant comme organisation. Fait qu'on a tout simplement décidé là, finalement de faire revivre le temps des sucres pleinement sous l'identité de l'authentique cabane à sucre. Et le troisième volet, le grand festin, qui inclut également les réservations de groupe, permet de passer du bon temps de qualité entre amis tout en dégustant un repas gastronomique. C'est une nouveauté vraiment là, de l'authentique cabane. Ça, c'est une expérience, on dirait, un peu plus unique, privilégiée, je dirais. Fait que c'est un souper un peu plus gastronomique de cabane à sucre. Donc, on a vraiment un service, en fait, 5 services. À la cabane à sucre avec des éléments vraiment particuliers. C'est pas des choses qu'on retrouve nécessairement dans notre menu traditionnel. Ça se déroule les vendredis et les samedis soirs, sous réservation évidemment. Et là, on a vraiment une animation. Par la suite, en fait, on entre en salle, on a une petite mise en bouche, un cocktail qui est servi à l'inspiration du temps des sucres. Puis par la suite, il y a le déploiement du service. On a des musiciens aussi en direct là, pendant le repas. Puis ça termine vraiment par une grande veillée musicale, là, dans le fond, à la cabane directement. Fait que c'est vraiment une autre façon. Les visiteurs vont être vraiment chouchoutés par l'équipe. Là. Il y a vraiment une prise en charge. Puis c'est en petits groupes. Hein. On va pas plus loin que 35 à 40 personnes pour les repas du grand festin. Ne manquez pas les nombreuses activités offertes par l'authentique cabane à sucre et réservez votre place dès maintenant. C'est la relâche scolaire au cours des prochaines semaines au Québec. Il y a beaucoup d'activités offertes aux familles. Et pour faire le point là-dessus, j'accueille Elisabeth Pailleur. Elisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Elisabeth, vraiment, là, il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour les semaines de la relâche scolaire. Oui, commençons d'abord par voir ce qui va se passer à Baie-Saint-Paul. Alors, oui. Vous aurez la patinoire et le sentier de glace qui seront disponibles. Il y a le ski de fond
et la Raquette également, donc dans le secteur du centre éducatif Saint-Aubin. Et il y aura également le 26 février la fête hivernale avec animation et contes au parc du Gouffre, ainsi que le 3 mars, la survie hivernale offerte par GEP Charlevoix. Ne pas oublier qu'il y aura également des activités à l'intérieur, soit à la piscine, à l'aréna, le retour du disco patin pour les intéressés, et également à la bibliothèque René Richard qui sera ouverte. Du côté des éboulements, on propose également plusieurs activités. Tout à fait. Commençons par le Carnaval des éboulements qui est de retour pour sa 62e édition. Il y aura des concours, le drag motoneige ainsi que la fermeture le 12 mars avec beaucoup d'activités. Ensuite, la patinoire qui sera ouverte. Il y a les vallons des éboulements qui offrent des sentiers de raquettes et de ski de fond. Et ne pas oublier qu'il y aura la Maison des jeunes et la bibliothèque qui pourront offrir quelques activités. Et les autres municipalités de la région offrent également plusieurs activités. Oui, il faut s'assurer d'aller sur leur site Web, téléphoner ou encore sur la page Facebook. Mais règle générale, les patinoires seront offertes et les bibliothèques seront ouvertes également. Et il faut le mentionner, il y a également beaucoup d'activités qu'on peut faire pendant la relâche dans Charlevoix. Oui, on n'a qu'à penser au fameux traîneau à chien. Il y a également le canot à glace disponible à l'île aux Coudres. Vous avez également des activités comme le fat bike, la pêche sur la glace qui sont offertes à la CEPAC, ce qui m'amène à vous parler des deux grands parcs. Leurs activités sont nombreuses. Vous avez au parc des Hautes-Gorges l'anneau de glace qui est encore disponible cette année. Seulement vérifiez là, si c'est disponible dû à la météo. Vous avez les randonnées en raquettes, ski raquettes, crampons ou fat bike comme je vous disais. Et au Grand Jardin, bien, il y a la pêche sur la glace, nécessairement, la raquette, ski nordique et même randonnée en crampons. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Toutes ces activités doivent également avoir un impact en ce qui a trait aux locations touristiques et à l'accueil des touristes des autres régions. Oui, mais justement, pour la CEPAC, tout est complet pour la semaine de relâche. On parle de combien de chalets à la CEPAC là, pour l'hébergement? Entre une vingtaine et une trentaine pour l'hiver, ce qui est plus nombreux l'été, mais c'est vraiment complet. Donc, on s'attend vraiment à avoir beaucoup de monde. Et j'ai rencontré le directeur d'hébergement Charlevoix, où on compte environ 300 résidences locatives. Donc, on parle des maisons, chalets ou même condos. Et ça s'annonce une très belle semaine et un très beau mois de mars. On peut l'entendre sur le sujet. Le mois de mars, c'est sûr et certain qu'avec, on parle de relâche, évidemment, la première semaine de mars, c'est plein depuis longtemps. Là. Il reste peut-être quelques petits blocs de location à gauche et à droite, mais qui sont peut-être parfois plus difficiles à louer parce qu'il y a une journée par-ci, par-là. Puis nous, on fait que des locations de 2 nuitées minimum. Et même certains propriétaires exigent des locations de 7 nuitées minimum pour la relâche. Donc, ça peut arriver que certaines unités soient moins louées, mais par contre, je vous dirais qu'à 95 96 c'est loué pour la relâche. Donc, majoritairement, nos chalets se situent à... Je dis nos chalets, mais c'est des chalets qu'on loue, je me reprends. Alors, se situent à Petite-Rivière-Saint-François. Par la suite, le plus grand nombre est à Baie-Saint-Paul. Donc, on a environ une cinquantaine de résidences touristiques à Baie-Saint-Paul. Et nouvellement, en collaboration aussi avec la Pigneronde, nous louons les 30 condos aussi de la Pigneronde. C'est récent. Donc, ils sont sur notre site depuis la semaine dernière. Donc, c'est quand même un gros bassin Baie-Saint-Paul-Petite-Rivière. Et ensuite, on en a évidemment beaucoup aussi aux éboulements, domaine de la Seigneurie, quelques-uns au domaine Charlevoix. À Saint-Cyrenée, on en a aussi à Lamalbaie, Cap-Alègue, Clermont, un peu répartis un petit peu partout dans l'Est également. Donc, majoritairement, c'est ici, c'est dans le secteur Baie-Saint-Paul-Petite-Rivière, mais il y en a un peu partout. Les prix, ça dépend pour certains chalets. Certains chalets vont demander, dans le fond, des prix supplémentaires si les enfants. Il y a des enfants la plupart des enfants de 0-2 ans, c'est pas chargé, évidemment. Là. Mais je vous dirais que la gamme de prix peut varier énormément. Pour un chalet de 4 personnes, mettons, une nuit peut être à 150 $. C'est vraiment le plus bas qu'elle peut avoir. Là. Mais un autre chalet pour 4 personnes peut être à 1 000 $ la nuit. Donc, ça dépend vraiment des services qui est offert dans le chalet, dans le secteur lequel il est situé. S'il a une vue sur le fleuve, s'il y a un jacuzzi, un spa à l'extérieur, un foyer, un sauna. Donc, ça va varier beaucoup. Mais habituellement, les chalets qui offrent beaucoup de services, c'est des chalets pour des grands nombres de personnes, les plus grands nombres de personnes. Donc, cette année, si tout se maintient, si tout va bien, on va être capable de louer encore nos hébergements aux Ontariens. Il y a des reprises de séjours de l'an passé, même il y a 2 ans. Donc, oui, pour le mois de mars, des séjours qui n'ont pas été repris encore, mais quand même, il y a encore beaucoup de disponibilité pour accueillir les Ontariens. Et avec la neige qu'on vient de recevoir, je crois que ça va être très, très bon. Là. Élisabeth Tailleur, merci beaucoup. Merci beaucoup et une très bonne semaine de relâche à tout le monde.
On parle maintenant de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, la 9e édition de la virée nordique de Charlevoix a connu un franc succès. Un grand succès parce que, de un, c'est 1000 participants qui ont pris part aux 6 activités en présentiel. Donc ça, pour l'organisation, de un, c'est très formidable. Oui. Et au départ, on craignait la météo et la COVID parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, c'était un petit peu mal encombrant, je vais le dire comme ça. Mais les commentaires sur les réseaux ont été très positif là-dessus. Et cette année, là, on avait les classiques comme activité. Je pense au kilomètre vertical, je pense au marathon de ski sur le bord du fleuve, le Parc national des Hautes-Gorges qui offre, on sait, une vue absolument formidable. Également, sans oublier le ski autour de la Malbaie qui était pour venir en aide financièrement au groupe Action Jeunesse. Donc, on avait tout ça en ligne de compte qui était présent. Beaucoup d'activités. Oui, les gens ont embarqué. Et les distances, Martin, là, des 30, des 15, des 10 km, là, je m'excuse, là, mais il fallait être en forme pour faire ça. Ben, à chaque année, on le répète, mais quand on regarde les distances, on le voit, il faut être en forme. Et de pouvoir faire Baie-Saint-Paul-la-Malbaie en suivant le chemin de fer, tout le monde le dit, c'est une expérience de ski fantastique. Carrément. Ben, tu sais, c'est la forme, mais c'est les paysages. Donc, ensemble, ça fait un beau succès. Et les bénévoles, cette année, là, on les félicite parce que sans eux, il y a malheureusement, tu sais, pas d'événement parce que ça en prend. Et moi, j'ai une petite portion d'histoire parce que la virée nordique a été créée en 2014 par Daniel Ouellette et Jean-Luc Dupuis. Donc, je pense que pour eux, on approche les 10 ans l'année prochaine. Donc là, je pense que vraiment, là, de voir qu'à chaque année, l'événement prend de l'ampleur, je pense que pour eux, c'est un des plus beaux cadeaux. Un beau succès d'année en année. Oui, et je pense qu'il le mérite parce qu'il travaille très fort pour. Parlons un peu de sport professionnel. D'abord, même s'il fait très froid présentement, on va parler un peu de baseball. Oui. Parce qu'il y a un lockout et puis ça se présente mal. Ça se présente mal parce qu'il n'y a toujours pas d'entente entre la Ligue et les joueurs actuellement pour la prochaine saison. Là, on s'est relancé à plusieurs reprises, ça n'a pas tombé, mais là, l'enjeu principal, Martin, c'est qu'au moment où on se parle, dès lundi soir qui va s'en venir, si on n'a pas d'entente à ce moment-là, les premiers duels de la saison vont être cancellés. Ça veut dire, de un, c'est pas de salaire pour les joueurs parce que tu joues pas, on ne paye pas. Ça, c'est bien sûr. Mais là, c'est intéressant, c'est que la Ligue pense faire peur aux joueurs avec cette contrainte-là, mais les joueurs se disent, gars, pas de panique, même si on perd des matchs, les programmes doubles, on peut les reprendre de cette façon-là. Mais normalement, les camps d'entraînement seraient commencés là, au baseball. Oui, bien là, les camps d'entraînement, normalement, là, devaient se faire le 16 février. On les a retardés. Les matchs préparatoires devaient commencer aujourd'hui même, au moment où on enregistre, ça ne s'est pas fait. Et les matchs inauguraux, encore prévus pour le 31 mars, mais ça, c'est s'il y a entente. Et présentement, il n'y en a pas un qui veut concéder du terrain à quoi que ce soit. Ça achoppe sur quoi, les négociations? Bien, écoutez, c'est les salaires. De un, c'est la convention, les revenus. C'est là, il y a encore il y a pas des impacts, mais il y a des petites affaires mineures là, comme un exemple, là, les règlements au niveau de la nationale versus l'autre également. Mais c'est surtout, évidemment, les salaires et les revenus. C'est toujours ça qui, même au hockey, c'est les principaux enjeux qui rentrent en ligne de compte. Puis là, bien, on pourrait éventuellement peut-être raccourcir la saison. Et si jamais ça donne, ce serait une deuxième fois en 3 ans que la saison serait écourtée. Ça, bien, moi, honnêtement, c'est hors norme. C'est pas normal qu'on connaisse des saisons autant que ça rétrécies. Donc, voyons dans les prochains jours, prochaines semaines, s'il y a des développements de ce côté-là, on va voir ça. Oui, on espère. Présentement, on dirait que la guerre n'est pas terminée, mais pour les partisans et pour eux, on espère que ça va se conclure. Parlant des partisans, les partisans du Canadien sont heureux ces temps-ci? Ben écoute, oui, parce que là, on a une équipe qui se tient, 4 victoires, on n'est pas habitué à ça chez les Canadiens. Mais le point positif, par contre, c'est qu'on parle de victoires méritées et non pas par chance. Donc, tu sais, au départ, au début de la saison, c'était un poteau, une jambière, puis on gagnait, mais là, c'est vraiment mérité. Et l'arrivée de Martin Saint-Louis, qu'on se le veuille ou pas, a un impact positif là-dedans. Et enfin, je trouve qu'on a un premier trio potable. Là, je pense à Cole Caulfield, à Nick Suzuki et Josh Anderson. Ces gars-là, ensemble, marchent bien. Et pourquoi? Parce que Martin Saint-Louis, lui, était le même style de joueur à son époque que ces jeunes-là. Donc, pour lui, là, c'est facile de leur dire « je vous fais confiance et allez-y ». Mais les autres joueurs performent bien aussi. Est-ce qu'ils veulent augmenter leur valeur sur le marché des échanges? Bien, c'est ça que ça l'aide. Puis là, tu apportes un bon point parce qu'il faut faire attention. Oui, les joueurs jouent mieux. Oui, la chimie semble recommencer plus belle, mais par contre, il y a quand même des joueurs qui vont partir lors des transactions à la fin du mois de mars. Là, je pense à Jeff Petrie, je pense peut-être à Ben Sherrod. Oui, les gars jouent mieux, mais justement, tu joues mieux, parfait, la valeur va augmenter. Donc, tu sais, il y a des joueurs là, que même si tu scorais 15 buts,
on va t'échanger pareil parce que ce que tu as fait en début de saison, ça compte aussi. Là. Mais le partisan du Canadien en vous doit être heureux enfin ces temps-ci, puis ça n'a pas été réjouissant cette année, mais là, ça va mieux. Ça va mieux, bien là, oui, parce que l'équipe gagne, les partisans ont plus de... Sont de retour. Sont de retour. Sont de Puis là, retour. ben, il y a beaucoup plus de plaisir à revenir voir une équipe qui gagne 4-0, qui en perd 7-1. Là, je fais référence à la défaite au plus tôt face aux Devils. Ouais. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a un changement. Là, évidemment, on pense dans les prochains temps à un bon repêchage, des bonnes transactions. Alors, si tout le monde travaille ensemble, ce qu'on ne faisait pas avant, oui, je pense que c'est possible sans passer par une bande de feu, mais que l'an prochain, on vienne puis qu'on soit un peu plus compétitif. Je ne dis pas de remporter la Coupe Stanley, là, mais au moins qu'on puisse terminer peut-être dans le top 8 pour faire les séries. Maxime Jodoin, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Martin. Au plaisir. Alors, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.